Bonjour à tous, ici Julien pour la deuxième vidéo sur le résumé du livre Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. On avait fait une première vidéo la dernière fois, donc vous pouvez aller voir ça sur la chaîne si vous voulez. Les liens seront dans la description. L'idée ici, c'est qu'on va continuer le résumé, on va faire les lois de 6 à 10. Les 48 lois du pouvoir, c'est un livre qui est très gros, très volumineux et je ne peux pas le résumer en une seule vidéo. Donc on le fractionne et je détaille 5 lois par vidéo. Du coup, la loi numéro 6, on va commencer tout de suite par ça, c'est qu'il faut capter l'attention à tout prix. La loi numéro 6 nous dit que quelque chose qui n'est pas montré aux yeux des gens ne sert strictement à rien. L'idée, c'est de se faire connaître. Il faut se faire connaître à tout prix, même pour faire un bad buzz finalement. Il présente cette loi-là par la forme d'une histoire qui est celle de Monsieur Barnum. Monsieur Barnum qui, au début du 19e siècle, aux États-Unis, il y avait un musée à New York. Et pour se faire connaître, pour faire connaître son musée, il a utilisé une dame qui prétendait avoir 161 ans et avoir été la nourrice de George Washington. Et donc ça avait fait beaucoup parler de fait du musée à l'époque et beaucoup de gens étaient venus voir cette fameuse dame, ne serait-ce que juste pour voir si c'était vrai en fait comme information. L'effet de mode en fait a passé assez rapidement, il y a eu de moins en moins de monde avec le temps à venir sur son musée et donc il y a eu plusieurs journalistes en fait qui critiquaient beaucoup Monsieur Barnum en disant que finalement dans son musée il montrait beaucoup de choses qui étaient fausses, qui n'étaient pas authentiques, qui étaient des fausses œuvres, et notamment la dame de 161 ans. Et Barnum en fait il s'en fichait complètement, au contraire lui ça lui plaisait plutôt bien. Et donc il a invité un journaliste qui le critiquait beaucoup et il lui a dit eh bien voilà, le musée effectivement va réouvrir, nous avons j'ai compris que vous souhaitez voir des œuvres originales et donc je vous invite vous, monsieur le journaliste, à venir à la réouverture et vous pouvez faire tout l'article que vous voulez. La seule condition que je vous demande, c'est de mettre musée de monsieur Barnum en gros sur le titre, en fait, dans les gros titres du journal. C'est la seule condition. À la réouverture du musée, du coup, à l'ouverture, une nouvelle attraction, si on peut dire, c'est que au lieu de la fameuse dame de 161 ans, au lieu de la présenter comme une être humaine normale, en fait, Monsieur Barnum a prétendu qu'il s'agissait d'un automate, d'un robot actionné avec des ressorts. Bon, ce qui était complètement faux là aussi, mais c'était une manière de rajouter une couche en fait sur l'effet médiatique que va avoir cette annonce. Et effectivement, beaucoup de gens sont revenus au musée. Et ce qui a fait parler en fait du musée et qui lui a apporté beaucoup de visiteurs. Donc l'idée c'est ça, utiliser véritablement tout ce que l'on peut pour se faire connaître. La loi numéro 6 du coup, capter l'attention à tout prix. La loi numéro 7 de ce livre, c'est qu'il faut faire travailler les autres pour nous, mais en tirer tout le mérite. Alors, c'est une loi qui peut paraître être immorale, encore une fois, il y en a beaucoup dans ce livre-là qui paraissent comme ça. L'idée ici, c'est que les gens qui ont travaillé pour nous, en fait, vont oublier rapidement qu'on les a floués. Par contre, le public, eux, les gens, dans la mémoire collective, vous allez rester celui qui a proposé effectivement votre projet finalement. Alors que c'est pas forcément le cas. Par exemple, au début du 19e siècle, Nikola Tesla était un inventeur très connu, était un ingénieur électricien très connu, un ancien Autrichien qui a émigré aux États-Unis et qui a notamment été à l'origine de la radio, des bobines Tesla, du courant alternatif. Donc quelqu'un de très brillant. Thomas Edison, à l'époque, qui était un contemporain de Tesla, a demandé à Tesla de réviser une de ses dynamos, une dynamo de sa conception, et de l'améliorer. Il a payé Tesla environ 100 000 $, il me semble, à l'époque, pour pouvoir améliorer cette dynamo, et ce que fit Nikola Tesla. Et après ça, Thomas Edison a réutilisé cette dynamo et l'a vendue au grand public. Et évidemment, les marges que Thomas Edison s'est fait sont largement supérieures à ceux qu'il a payé, Nikola Tesla. Et donc c'est ça l'idée qui illustre
la loi numéro 7, qu'il faut utiliser les autres, le travail des autres, mais qu'il faut en garder le mérite pour soi, c'est que dans l'inconscient collectif, Thomas Edison était un très très grand inventeur, alors qu'en réalité, il a plus ou moins triché, plus ou moins volé certaines de ses inventions, mais qu'il était au contraire plutôt un très très bon investisseur. La loi numéro 8, c'est une loi qui est assez... que j'aime bien puisque l'histoire tourne autour de Napoléon et c'est une histoire qui est assez pas rigolote je dirais, mais assez sympathique. La loi numéro 8, c'est qu'il faut faire venir les gens à nous, quitte à utiliser des appâts. C'est-à-dire que souvent les actions les plus efficaces pour monter en grade dans une société, qui sont les plus efficaces de manière générale, c'est les actions qui mènent à manipuler les autres pour que ce soit les autres qui fassent ce que l'on veut plutôt que nous-mêmes directement. Là, Robert Greene nous dit même carrément que l'une des lois du pouvoir, l'un des secrets du pouvoir, c'est de garder toujours l'initiative et de faire en sorte que les autres réagissent en fonction de ce que nous on fait. L'histoire qui est là pour illustrer cette loi, c'est l'histoire de Talleyrand. Talleyrand, c'était un ministre sous Napoléon. Napoléon Bonaparte qui, pour resituer le contexte, Napoléon venait de perdre sa campagne de Russie. Il a été exilé sur l'île d'Elbe par les grandes puissances européennes qui sont en train de se partager son empire. Et donc, Talleyrand, l'ancien ministre de Napoléon, voulait le voir revenir sur le devant de la scène. Et donc, connaissant bien l'ancien empereur, il a envoyé des émissaires, lui dire des messages qu'il savait en fait aller titiller l'empereur là où il était sensible. Et notamment au niveau de la flatterie. En fait, beaucoup d'émissaires qui sont allés voir Napoléon avaient l'ordre de lui apporter le message que le peuple en fait d'Europe, de tous les peuples d'Europe, en fait, n'attendaient que le retour de l'empereur au pouvoir parce que les différentes puissances politiques de l'époque n'avaient que faire des petites gens finalement et que du coup ils n'attendaient que le retour de l'homme providentiel qu'était Napoléon Bonaparte. C'était faux bien sûr, mais c'est ce qu'on lui disait. Et en fait ça a bien marché vu que celui-ci est revenu sur Paris pour prendre la capitale. Après bon voilà, l'histoire c'est l'histoire, on la connaît, mais l'idée c'est que tout cela, en fait, c'est que Napoléon a été manipulé comme une marionnette par Talleyrand, finalement. Et que c'était véritablement Talleyrand qui tenait les ficelles. Et ça, c'est assez intéressant comme histoire, je trouve. Mais d'ailleurs, quand on parle d'histoire, il y en a beaucoup dans le livre, mais il y en a 2-3 qui sont vraiment particulièrement croustillantes. Et je pense que ce que j'estime personnellement être la deuxième meilleure histoire du livre, et l'histoire qui illustre bien la loi numéro 9. La loi numéro 9, c'est qu'il faut gagner par nos actions et non par nos arguments. Il faut gagner par nos actions et non par nos arguments. Parce que l'idée, c'est que lorsqu'on se fait attaquer, lorsqu'on se fait... quelqu'un nous désigne comme étant coupable de quelque chose, eh bien, généralement, la réaction des gens, c'est de se défendre, en fait, de se dire... Non, je n'ai pas fait ça parce que telle chose, le fait de se justifier en fait. Sauf que dans l'inconscient collectif, le fait de se justifier, ça démontre qu'on a besoin en fait de se défendre. Alors que quelqu'un qui estimerait lui ne pas avoir besoin de se défendre, en fait balayerait les accusations d'un revers de main et n'en parlerait même pas. Et donc voilà, l'idée c'est que si on se défend, c'est que quelque part on a quelque chose à cacher. C'est pas forcément le cas bien sûr, mais dans l'inconscient collectif, c'est ce que ce comportement indique. Et donc, l'idée c'est qu'il faut gagner beaucoup plus en mettant des actions en place que par nos arguments. Et l'histoire en question qui illustre ce propos-là est très... moi j'aime beaucoup. Je vous resitue le contexte au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle en Moyen-Orient, le grand vizir du sultan avait été condamné à mort et condamné à être lâché aux chiens parce qu'il avait été accusé de je ne sais plus quoi. Et sa condamnation, son exécution devait se dérouler 11 jours après sa condamnation. Pendant 10 jours, de fait, après sa condamnation, le grand vizir est allé voir le maître chien et allé payer le maître chien pour pouvoir lui-même s'occuper des chiens, aller nourrir les chiens, aller s'en occuper pendant 10 jours. Et au 11e jour, le jour de son exécution, eh bien, le maître chien a effectivement lâché les chiens sur le grand vizir.
Mais ceux-ci ont eu la réaction que, bien, ils étaient très contents, ils remuaient la queue et ils étaient très contents en fait de voir le grand vizir là, et ils ne lui ont pas fait de mal du tout. Ce qui a tout à fait étonné en fait le sultan qui était présent à la scène aussi. Et c'est là que ça devient intéressant. Le vizir s'est alors tourné vers le sultan et lui a dit: voyez messire, ces chiens-là, je m'en suis occupé pendant 10 jours et voyez comment ils m'accueillent. Vous, messire, je me suis occupé de vous et de votre famille pendant 30 ans et vous me traitez comme ça alors que, et ce sur la base des accusations faites par mes ennemis. Je trouve cette réplique parfaite. Il faut vraiment avoir beaucoup d'audace pour faire quelque chose comme ça. Et ça a fonctionné parce que dans l'histoire, le sultan a gracié le vizir et s'est même excusé. Enfin, imaginez, par exemple, l'équivalent en France, ça serait Louis XIV s'excuser d'avoir gracié, enfin d'avoir emprisonné un prisonnier, c'est impensable. Et donc le sultan s'est excusé d'avoir condamné le vizir à la base, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez fou et de très audacieux, je trouve. La loi numéro 10, c'est une loi très facile à comprendre, très commune, qui là, n'a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est la loi de l'infection, c'est-à-dire que notre entourage a un impact sur nous. La manière dont se porte notre entourage va avoir un impact sur nous, c'est-à-dire que l'état émotionnel des gens qui nous entourent va nous impacter. C'est-à-dire que, très simplement, si on est entouré de gens qui sont dépressifs, qui râlent tout le temps, qui se plaignent, qui broient du noir, un français, si je voulais être mauvaise langue, eh bien, on va se retrouver nous-mêmes à avoir ce type de comportement, même inconsciemment en fait, sans qu'on le veuille véritablement. Alors que bien évidemment, si on s'était entouré de gens qui sont positifs, qui sont audacieux, qui sont encourageants, eh bien ça va avoir tendance à nous porter vers le haut en fait, avoir plutôt tendance à nous mettre en avant et à nous permettre de mieux évoluer finalement. Donc voilà, ça c'est une loi très simple, mais qui est une loi qu'on le retrouve vraiment très souvent, que ce soit en développement personnel, en coaching de vie, dans le leadership, dans quasiment tous les domaines finalement. Et c'est une vraie loi très importante véritablement, et pas que pour le pouvoir finalement. Voilà pour les lois numéro 6 à 10 du résumé du livre Les 48 lois du pouvoir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir le reste des lois. Et puis voir le premier épisode si vous ne l'avez pas déjà vu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!